Imaginez un pays qui comprend soudain que la prochaine guerre pourrait décider de son existence. Les analystes s'agitent, les généraux ne dorment plus, et dans les sous-sols du Pentagone, une inquiétude glacée circule de bureau en bureau. Car une rumeur venue de l'Est se propage. L'Union soviétique prépare une nouvelle génération de blindés capables d'écraser tout ce que l'Occident peut aligner. Cette menace invisible, encore enfermée derrière les murs d'usines secrètes, pousse Washington à une conclusion impitoyable. Il faut créer un colosse qui non seulement égalera son rival, mais le dépassera d'une manière qui bouleversera tout l'équilibre de la guerre terrestre. C'est ainsi qu'au milieu des années 70, dans les plaines isolées du Nevada, surgit une silhouette presque irréelle. Une masse d'acier anguleuse, compacte, d'une agressivité silencieuse qui force le respect même avant que ses chenilles ne commencent à grincer. Le prototype porte un nom simple, presque anodin, XM1. Mais pour les ingénieurs qui l'entourent, il représente bien plus qu'un projet militaire. Il incarne un pari gigantesque, une rupture technologique que personne n'avait osé imaginer. Si ce géant fonctionne, les États-Unis disposeront d'un blindé qui redéfinira toutes les règles du combat mécanisé. S'il échoue, l'avantage stratégique basculera vers Moscou. Les premiers essais s'ouvrent sous un soleil écrasant, les observateurs scrutant chaque mouvement. Aucun détail n'est laissé au hasard. On veut tester sa puissance, sa résistance, sa capacité à encaisser un choc frontal, tout en continuant d'avancer comme si rien ne pouvait l'arrêter. Les moteurs rugissent, soulevant des nuages de poussière qui se dispersent au-dessus du désert, et l'on comprend immédiatement que ce n'est pas un char ordinaire. Ce n'est pas seulement un blindé, mais une déclaration. Une manière pour Washington d'annoncer que l'ère des compromis est terminée. À mesure que les essais progressent, les murmures s'intensifient. Les officiers présents se regardent, partagés entre fascination et inquiétude. Car l'engin révèle une mobilité qui contredit sa masse gigantesque, un souffle mécanique presque démesuré et une stabilité qui laisse présager une précision jamais vue dans un char américain. Lorsque le canon principal s'abaisse pour le premier tir, une tension électrique traverse toute l'équipe technique. Le coup jaillit avec une violence qui semble avaler l'air du désert, et ce n'est qu'après quelques secondes qu'on entend l'impact résonner dans les collines lointaines. Ce tir unique suffit pour que les analystes comprennent que quelque chose vient de changer. Ce nouveau véhicule n'est plus seulement une réponse à la menace soviétique, il devient une arme capable de bouleverser des décennies de doctrine. Derrière eux, les officiers notent frénétiquement les données, et dans les laboratoires du Pentagone, les premières alarmes s'allument chez ceux qui savent que ce char, une fois finalisé, pourrait effacer en un instant l'équilibre fragile maintenu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et pourtant, personne ne se doute encore que ce moment n'est qu'un prologue. Car ce géant mécanique n'a pas seulement été conçu pour impressionner. Il est destiné à traverser des environnements où aucun char occidental n'a jamais survécu et à affronter des forces que même les plus pessimistes des stratèges pensaient impossibles à vaincre. L'histoire du monstre d'acier vient à peine de commencer, et déjà, les premiers rapports de renseignement soviétiques font état d'une inquiétude inhabituelle. Lorsque les équipes techniques retournent au camp de contrôle, la tension qui régnait quelques heures plus tôt laisse place à un mélange d'enthousiasme et d'inquiétude. Le prototype a surpassé les prévisions, mais son potentiel réel ne se révélera qu'au fil des essais les plus dangereux. Les ingénieurs savent que la route sera longue, car ils doivent transformer cette machine encore brute en une force capable de survivre à toutes les formes de combat que l'avenir pourrait imposer. Et surtout, ils doivent le faire avant que l'Union soviétique ne mette en service son propre Titan, annoncé par les services de renseignement comme un engin dévastateur. Très vite, la seconde phase du programme commence. Il ne s'agit plus de simples tests de tir ou de mobilité, mais de pousser le futur Abrams à ses limites physiques. On envoie sur des pentes si raides que même certains véhicules légers peinent à s'y maintenir.
On le fait traverser des terrains rocailleux où la moindre erreur pourrait fendre un châssis mal conçu. Pourtant, chaque obstacle tombe l'un après l'autre et la bête avance avec une assurance déconcertante. La turbine rugit, projette des vagues de chaleur et laisse derrière elle un sillage qui rappelle davantage un avion de chasse qu'un blindé terrestre. Mais les défis les plus complexes ne se trouvent pas dans les paysages du Nevada. Ils se cachent dans les bureaux où l'on redéfinit la manière même dont un char doit être pensé. Les ingénieurs reçoivent l'autorisation d'incorporer une technologie radicalement nouvelle pour l'armée américaine, un blindage composite inspiré des recherches britanniques, bien plus résistant que tout ce qui a existé jusque-là. Cette innovation, encore secrète, met en ébullition les spécialistes du renseignement. S'ils parviennent à intégrer cette protection sans sacrifier la mobilité, alors le char deviendra réellement une menace pour tout adversaire potentiel. Les premières tentatives sont chaotiques. Le poids augmente, la répartition devient difficile à gérer et les systèmes internes montrent parfois leurs limites. Les techniciens se relaient nuit après nuit pour ajuster chaque boulon, chaque plaque, chaque articulation. Malgré ces obstacles, un constat s'impose progressivement. Aucune amélioration ne brise la cohérence de la machine. Tout semble s'imbriquer naturellement, comme si cette architecture mécanique avait été pensée pour accueillir encore davantage de puissance et de protection. L'arrivée des nouvelles générations de munitions change encore la donne. On équipe le char de projectiles capables de perforer des aciers que l'on croyait imprenables quelques années plus tôt. Les tests de tir se multiplient et chaque impact laisse les observateurs silencieux. Ce n'est plus seulement un véhicule performant, c'est une arme conçue pour rivaliser avec les blindés les plus redoutés de la planète. Dans les rapports internes, certains analystes écrivent discrètement que ce système pourrait totalement redéfinir la guerre mécanisée. Pendant ce temps, les services de renseignement américains interceptent des signaux inquiétants. Moscou accélère ses propres travaux, déployant des prototypes dont les performances restent enveloppées de mystère. Cette course silencieuse, presque invisible pour le grand public, devient obsessionnelle pour les stratèges. Chaque semaine, on presse davantage les ingénieurs. Il faut aller plus vite, tester plus loin, repousser les limites avant que le concurrent de l'Est ne prenne l'avantage. C'est dans cette atmosphère électrique que survient un tournant décisif. Lors d'une session d'essai nocturne, le char traverse une zone d'obstacles simulant une embuscade. Les projecteurs s'éteignent, les explosifs contrôlés se déclenchent, les cibles apparaissent et disparaissent en quelques secondes. Malgré la confusion totale, le char progresse sans la moindre hésitation et ses systèmes de tir frappent chaque cible avec une précision implacable. À ce moment précis, les officiers réalisent que la machine n'est plus simplement prometteuse. Elle est prête, ou presque. Et surtout, elle possède un potentiel que même les plus optimistes n'avaient pas osé anticiper. Pourtant, avant de répondre aux exigences d'un véritable champ de bataille, il reste un domaine où la machine n'a pas encore été éprouvée: la coordination avec les équipages. Car un colosse d'acier, aussi puissant soit-il, ne vaut rien si ceux qui le contrôlent ne forment pas un organisme parfaitement soudé. Et ce défi sera bien plus imprévisible que tous les tests mécaniques. Lorsque les premiers équipages sont sélectionnés, un silence particulier s'installe dans la base. Ce ne sont pas de simples soldats. On a choisi les plus disciplinés, les plus résistants, ceux capables de s'adapter à des systèmes inconnus et de penser plus vite que les menaces qu'ils affronteront. Parmi eux, certains ont déjà combattu en Europe. D'autres ont survécu aux jungles d'Asie. Tous savent qu'ils ne viennent pas pour conduire un tank ordinaire, mais pour apprivoiser un monstre que personne au monde n'a encore maîtrisé. Les instructeurs dévoilent enfin l'intérieur du prototype. Les hommes s'attendaient à une version améliorée des chars qu'ils avaient connus. Ils découvrent au contraire un poste de pilotage qui ressemble à un cockpit d'aéronef, un système de visée totalement différent,
des panneaux de contrôle qui semblent sortis d'une autre époque. La première réaction est la stupéfaction, suivie d'un doute discret. Sauront-ils jamais utiliser une machine aussi avancée dans le chaos d'un vrai combat? La période d'adaptation commence aussitôt, impitoyable. Les équipages apprennent à travailler dans l'obscurité la plus totale, guidés uniquement par des instruments électroniques qui réagissent parfois avec une sensibilité déconcertante. Le moindre mouvement du canon doit être maîtrisé au millimètre près. Les ordres doivent être donnés plus rapidement que jamais, car le système réagit instantanément, sans marge d'erreur. Chaque homme comprend rapidement qu'il ne s'agit plus de piloter un blindé, mais d'entrer en synergie avec une machine conçue pour répondre à une vitesse presque inhumaine. Les tensions apparaissent. Certains soldats, pourtant excellents dans les modèles plus anciens, échouent à suivre le rythme. Ils sont remplacés sans cérémonie. Le programme exige une rigueur absolue. On ne garde que ceux capables d'absorber des quantités colossales d'informations en un temps ridicule. Et ceux qui restent commencent lentement à sentir quelque chose d'inattendu, une forme d'harmonie. Le char cesse d'être un ensemble de leviers et de systèmes compliqués. Il devient une extension de leur propre corps, un instrument qui amplifie chaque action, chaque décision. Les tests d'équipage se durcissent. On simule des attaques surprises, des défaillances soudaines, des changements d'ordre en pleine manœuvre. On enferme les équipages dans le char pendant des heures, les forçant à répéter des séquences d'engagement jusqu'à ce qu'elles deviennent instinctives. L'atmosphère à bord, chaude, métallique, saturée du vrombissement continu de la turbine, forge entre eux une solidarité presque fraternelle. Ils comprennent que, dans la réalité du champ de bataille, leur vie dépendra de la capacité de chacun à réagir en une fraction de seconde. Mais ce n'est pas l'endurance physique qui terrifie le plus les instructeurs. C'est la question qui flotte au-dessus du programme depuis le premier jour. Comment ce char réagira-t-il face à un adversaire réel? Car Moscou n'attend pas. Les services secrets rapportent que les prototypes soviétiques subissent eux aussi des tests intensifs. On parle de blindage renforcé, de canons capables de perforer des aciers impensables et d'équipages spécialement entraînés pour exploiter la moindre faiblesse américaine. Cette menace invisible hante les couloirs de commandement. Les responsables du programme veulent une réponse. Les équipages américains sont-ils vraiment prêts? La machine est-elle suffisamment fiable pour résister non pas à un tir sur un champ d'essai, mais à l'impact d'un obus tiré par un tank conçu pour dominer l'Europe? Aucun test théorique ne peut le garantir. C'est alors que la décision tombe. Avant de déployer le char, il faut une épreuve ultime. Une simulation à grande échelle, menée dans des conditions si extrêmes qu'elles n'ont encore jamais été autorisées sur le sol américain. Une opération secrète, réservée à quelques unités triées sur le volet. Les équipages apprennent qu'ils y participeront sans connaître les paramètres exacts. Pas de répétition, pas d'avertissement. Ils devront réagir comme s'ils entraient réellement dans un combat contre une force ennemie aguerrie. La nouvelle se répand comme un souffle glacé. Chaque homme comprend que cette épreuve ne jugera pas seulement la machine, elle déterminera s'ils ont réellement le droit de prendre place dans le premier char conçu pour défier frontalement la puissance soviétique. Et au fond d'eux, une seule question résonne. Seront-ils à la hauteur du monstre d'acier que même Moscou redoute? Le soleil du Golfe se levait comme une lame chauffée à blanc, tranchant l'horizon d'une lueur cruelle. Les M1 Abrams avançaient en silence, dissimulés par les vagues de chaleur qui déformaient le paysage. Le vent brûlant transportait l'odeur du sable et du carburant, un parfum étrange qui annonçait l'approche du combat. Dans les tourelles, les équipages respiraient lentement, chacun maîtrisant son stress. L'heure de vérité approchait. Depuis des années, l'Abrams n'avait fait que s'entraîner, s'améliorer, se préparer. Maintenant, il allait enfin montrer au monde pourquoi Moscou le craignait depuis sa naissance. La première salve irakienne éclata dans un fracas brutal. Des obus de T-72 labourèrent les dunes, soulevant des colonnes de sable noir. Les projectiles ricochèrent sur les blindages des Abrams comme des coups de marteau impuissants.
À l'intérieur, les équipages sentirent le choc, mais aucun ne paniqua. Le commandant hurla une seule phrase : « Feu libre !» La tourelle se verrouilla, le canon M256 inspira une dernière bouffée de poussière, puis cracha la mort. L'obus sabot s'envola à une vitesse prodigieuse, traversa l'air comme une flèche d'acier et perfora le premier T-72 avant même que son équipage n'ait aperçu son agresseur. Une boule de feu s'éleva dans le ciel. L'ère du duel de chars venait de basculer. Le désert se transforma en théâtre d'apocalypse. Les Abrams avançaient sans ralentir, tirant en marche avec une précision déconcertante. Chaque impact réduisait un blindé irakien en carcasse fumante. Les soldats américains, surpris eux-mêmes par cette efficacité démesurée, redoublaient d'audace. Leurs écrans thermiques révélaient les ennemis cachés derrière les dunes comme des silhouettes fantomatiques. Le tireur énonçait calmement les distances, le commandant validait, le chargeur accomplissait son rituel mécanique. En quelques secondes, une nouvelle explosion illuminait l'horizon. Les chars irakiens, dépassés par cette avalanche de technologie, tentaient de se disperser, mais le désert n'offrait aucun refuge. Une tempête de sable se leva soudain, engloutissant les silhouettes des blindés. La visibilité tomba presque à zéro. Les équipages irakiens perdirent leurs repères, incapables de distinguer amis et ennemis. L'Abrams, lui, avançait comme si de rien n'était. À travers les écrans thermiques, le monde restait clair, lisible, simple. Le désert devenu aveugle pour les uns était toujours transparent pour les autres. Les équipages américains parlaient entre eux comme lors d'un exercice. Ils identifiaient, verrouillaient, tiraient. Le bruit des turbines se mêlait aux explosions lointaines, créant une musique mécanique terrifiante. Lorsque la tempête se dissipa, le sol était jonché de carcasses calcinées. Les analystes militaires dirent plus tard que jamais un duel de blindés n'avait été aussi déséquilibré. Dans les jours qui suivirent, l'expression « King of the Desert » se répandit parmi les soldats. Il racontait comment un Abrams avait encaissé plusieurs tirs directs sans s'arrêter, comment un autre avait continué à avancer malgré une chenille endommagée, comment certains T-72 explosaient littéralement sous la puissance des obus américains. Des images satellitaires confirmèrent l'étendue du massacre. Des colonnes entières d'unités blindées irakiennes réduites à l'état de ruines en quelques heures. Le message envoyé à Moscou était clair. La technologie américaine avait écrasé l'acier soviétique, même sous sa forme exportée. Pour la première fois dans l'histoire moderne, un char occidental avait obtenu une supériorité totale, écrasante, indiscutable. Les observateurs militaires du monde entier comprirent que le champ de bataille venait de changer d'air. L'Abrams, né dans les laboratoires secrets, éprouvé dans les déserts du Nevada, venait de prouver sa valeur dans le combat réel. Il n'était plus une promesse. Il était une certitude, une force brute que rien ne semblait pouvoir arrêter. Et pourtant, ce n'était que le début du règne du monstre d'acier. Lorsque les colonnes américaines quittèrent les plaines brûlées du Koweït, beaucoup croyaient que l'Abrams avait déjà atteint son apogée. Mais les ingénieurs n'avaient aucune intention de laisser le monstre s'endormir. Ils savaient que la menace évoluait, que de nouveaux missiles apparaissaient, que les guerres du futur seraient plus rapides, plus imprévisibles, plus meurtrières. Le char devait devenir plus qu'un simple titan d'acier. Il devait devenir un organisme vivant, capable de s'adapter, de muter, de survivre à toutes les époques. Ainsi commença l'ère des améliorations. Dans les usines américaines, les M1 furent ouverts comme des corps sur une table d'opération. On renforça leur blindage avec de nouveaux matériaux classifiés, hérités de programmes nucléaires et de recherche sur les métaux réfractaires. Les techniciens installèrent un système informatique plus rapide, des viseurs thermiques de nouvelle génération,
des capteurs capables de détecter des menaces invisibles à l'œil humain. L'Abrams devint non seulement un tueur à longue distance, mais aussi un survivant acharné, capable d'encaisser des coups que n'importe quel autre blindé aurait considérés comme fatals. Les équipages qui montaient à bord des premières versions modernisées parlaient d'une sensation étrange. On a l'impression que le char réfléchit avec nous. Les années 2000 allaient mettre cette promesse à rude épreuve. Les rues étroites, tortueuses et chaotiques de Falloujah, Nadjaf et Bagdad n'avaient rien en commun avec les dunes du Moyen-Orient ou les terrains d'entraînement du Nevada. Les combats urbains étaient un enfer vertical où la menace pouvait surgir d'un toit, d'un tunnel, d'une fenêtre brisée ou d'un coin de rue obscurci par la poussière. Beaucoup craignaient que les Abrams, immenses et lourds, ne deviennent des cibles faciles. Mais l'histoire allait montrer tout l'inverse. Lors d'une opération nocturne, un M1 tomba dans une embuscade si violente que même les vétérans restèrent stupéfaits. Les insurgés avaient ouvert le feu avec des RPG, des fusils lourds et des charges improvisées. La nuit s'illumina d'éclairs orangés. Les explosions martelèrent le blindage du char comme une pluie de météorites. L'équipage crut un instant que tout allait s'effondrer, mais le M1 continua d'avancer, secoué, cabossé, mais toujours vivant. La tourelle pivota calmement. Le canon répondit avec la froideur d'une machine née pour tuer. En quelques minutes, la zone fut sécurisée. Le char avait encaissé des impacts multiples, certains à bout portant. Le lendemain, les photos furent le tour des bases américaines. Les soldats n'en revenaient pas. Si ça ne l'arrête pas, rien ne l'arrêtera. Pourtant, la menace la plus redoutée ne venait pas des fusils, mais des mines improvisées, ces IED qui déchiraient les convois comme du papier. Beaucoup prédisaient que le poids du monstre jouerait contre lui, mais là encore l'Abrams surprit. Plusieurs chars survécurent à des explosions titanesques, parfois littéralement soulevés du sol. Les équipages, sonnés, blessés, mais vivants, répétaient toujours la même phrase : « C'est l'Abrams qui nous a sauvés ». Les rapports accumulés racontaient une vérité dérangeante. Aucun autre char occidental ne survivait à autant de situations extrêmes. Les ingénieurs comprirent qu'ils tenaient là un symbole aussi puissant que fonctionnel. Ils renforcèrent encore la protection contre les mines, optimisèrent les jupes latérales, ajoutèrent de nouveaux détecteurs. Le char devint une forteresse mobile, un cauchemar pour quiconque voulait l'approcher. C'est à cette époque que les documents internes commencèrent à employer une expression étrange, presque mystique, « The Unstoppable Platform ». Au fil des années, l'Abrams devint plus qu'un char. C'était un message géopolitique. Une démonstration de ce que signifiait investir des milliards non pas dans un véhicule, mais dans une idée, celle qu'un seul blindé pouvait dominer tous les champs de bataille, du désert aux villes en ruine. Pour les États-Unis, c'était un outil stratégique. Pour leurs adversaires potentiels, un avertissement silencieux. Et dans les bureaux feutrés de Moscou, certains stratèges commençaient à comprendre que ce monstre d'acier, apparu pour contrer les divisions soviétiques, venait d'accomplir quelque chose d'encore plus inquiétant. Il survivait à toutes les guerres, à toutes les époques, et il apprenait. Lorsque les forces américaines furent projetées dans les plaines poussiéreuses du sud irakien, personne n'imaginait que l'une des démonstrations les plus spectaculaires de puissance blindée moderne allait se dérouler en quelques heures seulement. La chaleur était suffocante, le sol vibrait sous les rugissements des moteurs, et un vent brûlant poussait des tourbillons de sable qui effaçaient presque l'horizon. C'est dans ce décor que l'Abrams allait rappeler, avec une brutalité clinique, pourquoi Moscou observait chacun de ses mouvements avec tant d'inquiétude. Ce matin-là, une colonne américaine avançait vers une position ennemie habituellement calme. Mais un renseignement de dernière minute avait tout changé. Plusieurs pièces d'artillerie et des véhicules blindés avaient pris place derrière un réseau de digues et de tranchées. On parlait également d'unités mobiles équipées de missiles anti-chars modernes.
En clair, un piège soigneusement préparé. L'ordre tomba, avancer, analyser, frapper si nécessaire. Les équipages savaient qu'ils risquaient de traverser l'un des combats les plus denses depuis l'ouverture du conflit. Lorsque les premiers tirs ennemis éclatèrent, les commandants virent immédiatement qu'ils faisaient face à une force bien plus organisée que prévu. Les obus atterrirent à quelques mètres des chars américains, transformant des monticules de terre en geysers de poussière. Mais au lieu de ralentir, les Abrams accélérèrent. Leur masse semblait défier la logique tant ils se mouvaient avec assurance. À travers leurs viseurs thermiques, les silhouettes chaudes des positions adverses apparaissaient comme des lanternes dans la nuit, malgré le soleil écrasant. L'un des chars de tête reçut un impact direct sur la tourelle. L'explosion résonna comme un marteau géant frappant une cloche d'acier. Pendant un instant, tout sembla figé. Puis le char continua tranquillement d'avancer. Aucun feu, aucun trou béant. Le blindage avait absorbé le choc. La tourelle pivota avec un calme presque insultant et le canon riposta déclenchant une détonation qui coupa net la progression ennemie. Les soldats derrière observaient la scène incrédules. Ils venaient de voir un véhicule de plus de 50 tonnes encaisser un coup qui aurait détruit n'importe quel blindé de génération précédente. Les minutes suivantes ne furent qu'un crescendo. Les Abrams se déployèrent en éventail, dispersant les tirs ennemis et transformant la ligne adverse en un chaos incandescent. L'un des chars aperçut à travers la chaleur tremblante un véhicule équipé d'un lanceur de missiles moderne. Il tenta de se mettre à couvert, mais trop tard. Un sabot perforant partit à une vitesse infernale, traversant la structure adverse comme si elle n'était faite que de tôle mince. Un souffle brûlant déchira l'air, suivi de débris projetés à des dizaines de mètres. Mais c'est au centre du champ de bataille que l'épisode le plus marquant se produisit. Une unité ennemie, comprenant que la ligne se fissurait, tenta une percée audacieuse en lançant plusieurs véhicules rapides dans un mouvement de contournement. Les Abrams, connectés en réseau, réagirent presque instantanément. L'un d'eux fit un virage brutal, labourant le sol sous son poids colossal. Sa tourelle aligna sa cible en une fraction de seconde. La salve partit. Une boule de feu rougeoyante s'éleva, puis une seconde, puis une troisième. En moins d'une minute, toute la tentative de percer s'effondra comme un château de cartes. Les observateurs qui suivaient l'opération en temps réel depuis des postes de commandement reculés en restèrent sans voix. Une machine conçue initialement pour affronter des divisions blindées massives venait d'écraser une force mobile, polyvalente et déterminée avec une aisance terrifiante. Les pilotes d'hélicoptères qui survolaient la zone rapportèrent plus tard que les impacts sur les Abrams étaient visibles comme des cicatrices sombres, mais que les chars continuaient de manœuvrer, implacables, comme s'ils ne ressentaient ni le choc ni la fatigue mécanique. Quand le silence retomba et que les dernières fumées se dissipèrent, les équipages sortirent un instant de leur tourelle pour respirer l'air brûlant. Aucun ne trouvait les mots. Devant eux s'étendait un paysage qui attestait de la violence de l'affrontement, mais aussi de la solidité presque inhumaine de leur machine. Les techniciens, en inspectant les blindages quelques heures plus tard, découvrirent plusieurs impacts qui auraient dû théoriquement percer. Pourtant, le monstre d'acier était toujours prêt à combattre. Et ce jour-là, dans une salle discrète d'un état-major étranger, un officier traça un cercle rouge autour d'un simple nom sur un dossier. Le message était bref, glacial, incontestable. Ce char est devenu notre problème.